deux semaines, il y a 2017 extension 1 qui a été shippée, qui avait été présentée à IBC en septembre à Amsterdam. Et donc là, voilà, maintenant c'est shippé, c'est disponible. Donc elle amène pas mal encore de petites nouveautés. Donc voilà, on va faire un petit tour d'horizon. Je vais vous montrer deux trois petites bricoles un peu rigolotes, j'espère. Et puis on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet. Donc on aurait pu faire comme ça un petit déroulé de slides dans tout, mais on va essayer directement de rentrer dans le vif du sujet. Euh, en vous parlant donc effectivement encore et promis après c'est fini sur la gestion du color management. Donc voilà, on voit hein, que de toute façon c'est un peu le nouveau. Il y a 5 ans on avait des la problématique c'était de gérer les formats de caméra. Ben maintenant ça s'est un petit peu déplacé, c'est toujours évidemment intimement lié, mais c'est voilà, c'est le fourre-tout généralisé concernant les espaces colorimétriques. Alors il y a plusieurs écoles, non, il y a deux écoles, il y a la bonne école et la mauvaise école. La mauvaise école c'est directement de faire ça en color correct, puis ajuster un peu les niveaux, puis on va dire que ça passe. Puis il y a une vraie réflexion un peu de fond qui peut être un peu rigoureuse. Donc au niveau vraiment de l'artiste, ça peut être vraiment galère. C'est pas spécialement à lui de faire ça. Mais après, dans un raisonnement un peu plus global, ça peut être assez intéressant de mettre en place des petites choses de gestion par rapport à l'espace colorimétrique. Donc du coup, le flemme va amener un petit peu tout ça. Comment ça va se passer? C'est que... est-ce que je peux sortir du projet je réfléchis, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup, allez, hop, on sort. Donc du coup, en fait, dans la création du projet, vous allez avoir quelque chose lié directement au color management, ça va être directement au moment de la création du projet, et ça va être assez simple, hein. Je vais juste... vous allez avoir le choix de dire non, non, moi j'ai pas envie de me lancer là-dedans, je veux rester avec mon flemme classique, et donc finalement de gérer, hop, nouveau projet. Ici, sur la notion de color policy, ici, on va pouvoir dire legacy. Donc legacy, ça va être vraiment le comportement nominal tel qu'on le connaît actuellement. Ou alors, on va dire non, non, mais finalement, je veux aller travailler, un peu comme ce que proposait Transcoder au démarrage, à savoir dans quel espace colorimétrique on veut travailler. Donc on va pouvoir dire maintenant, je vais travailler dans l'espace colorimétrique ACES. Et puis, par exemple, je vais aussi pouvoir créer des rules, donc des règles de gestion de l'espace colorimétrique. Donc ici, vous avez un exemple, ici, rule example, qui va vous créer finalement des petites rules sur lesquelles vous allez pouvoir un peu pas vous entraîner, mais les propres règles. Alors pour le moment, c'est un peu ésotérique, un peu ce dont je vous parle, au niveau des règles, un petit peu de gestion du color management. On va rentrer tout de suite dans le détail, en fin de compte, parce que donc là, j'ai créé un projet voilà, avec des règles un peu en place, et puis on va regarder directement dans le Graphic Hub comment ça se passe pour aller dans le Media Hub pour aller directement aller chercher des médias. Donc je vais aller dans mon petit rangement ici. Voilà, donc typiquement ici on a pas mal de médias rentrés dans des répertoires. Donc on va un petit peu analyser un petit peu tout ça, on va s'afficher un petit preview et puis vous allez voir que je vais sélectionner mes différents clips ici. Et puis globalement, ah mince, j'avais pas fait mon truc. Le problème de répéter avant la démo, c'est que du coup il faut défaire un peu ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, l'effet de surprise un peu gâché, je suis déçu. Donc du coup voilà, donc l'idée ici c'est que je sélectionne ici des clips et globalement vous voyez que c'est plutôt bien posé, ça a l'air d'être assez normal. Et en fin de compte, malgré tout, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de sélectionner des clips d'horizons complètement différentes. C'est-à-dire ici, ça c'est un rush qu'on utilise beaucoup qui vient de la Riro qui est en log C. Ici c'est un pur Rec 709. Là c'est un pauvre truc filmé avec l'iPhone. Là c'est une image OpenEXR. Plusieurs images OpenEXR photo. Voilà, j'ai plein de choses. Et donc du coup, comment on fait et donc du coup, ouais, je me coupe un peu. Donc du coup, voilà, le Flame va être attentif à cette information de colorimétrie. Donc deux solutions, soit il va les récupérer dans les métadatas du fichier, soit il va les récupérer à partir des règles qu'on lui a instruit. Et donc ces fameuses règles ici, alors juste je vous montre, par exemple il y a quelques plans ici où on voit que le contenu est un petit peu délavé, que c'est pas véritablement le bon espace colorimétrique euh, adapté. Alors pourquoi ça? C'est tout simplement parce que donc là c'est un fichier RAID, ce fichier RAID il est débayorisé, pourquoi non tout petit, on va se mettre en half good, il est débayorisé dans une color qui est en red color et en red log film, d'où le fait que ce soit un peu la vase comme ça.
Donc du coup, il va falloir que je lui dise, bah non, ce sera du red log, donc si tu peux me l'afficher correctement pour mon écran à moi. Et donc voilà, donc une règle assez simple qui peut être mise en place, c'est tout simplement, on va dire qu'on va partir du principe, alors en tout cas pour ce projet-là, que chaque fichier RAID va être débayerisé dans ce format-là, donc dans du red log. Et donc de cette manière-là, je vais pouvoir aller ici dans mes préférences, dans Color Management ici. Vous voyez que j'ai des règles d'import ici. À côté, j'aurai des règles de visualisation, un peu plus complexes, mais en tout cas l'idée est là. Et donc du coup, ben, voilà, je crée une rule ici, hop, je vais aller la nommer red, et puis je vais gérer finalement la règle, ça va être en fait une analyse de l'extension de mon média. Donc je vais mettre R3D. Après, ce qui est assez intéressant avec le settings des rules exemple, c'est que ça me montre un petit peu la nomenclature. Ici, vous voyez qu'il y a DPX, mais il y a des trucs un peu bizarres avec des crochets ouverts, crochets fermés, des lettres majuscules. C'est tout simplement parce que en fait, on va pouvoir gérer le fait que l'extension soit en minuscule ou en majuscule. Donc voilà, la norme, c'est effectivement entre crochet ouvert, crochet fermé, de mettre les deux lettres petit r, grand R, petit d, machin, etc., etc. On peut aussi travailler sur le pattern du fichier, donc non plus sur l'extension, mais sur le nom de fichier lui-même. Par exemple, de détecter, de flaguer, par exemple, dans le nom de fichier qu'un fichier est HDR, par exemple, pour que automatiquement le flemme le reconnaisse et le flag comme HDR. Et je dis flag, je vérifie juste que donc ça c'est bon, hop hop hop, et donc du coup évidemment le input color space, ben, il va falloir que je lui dise non non, ben, ça sera pas du RGB, et ce sera, et vous voyez là en fait ce qui est assez intéressant, c'est que je suis plus obligé d'aller dans les color transform, des trucs un peu compliqués, de qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que c'est de la conversion, est-ce que c'est du display, tout ça. Non, là c'est beaucoup plus direct, c'est ok, ben, en fin de compte c'est une caméra RED, et du coup, bah tiens, Red Log Film, Red Color 4, c'est très bien, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me fallait. Ok, ma règle est ici maintenant en place, donc du coup, je ressors. Mon Media Hub, il se fait un petit update rapide, et du coup, maintenant, mes fichiers RED sont à nouveau correctement mis dans le bon espace colorimétrique. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. C'est intéressant d'une part parce qu'il n'y a pas de modification de l'élément, c'est juste du tag. Et on va le voir un peu comment ça va se positionner directement dans le batch. Donc je pourrais les importer, je l'ai juste fait un tout petit peu avant. Donc du coup on va regarder un petit peu concrètement ce qui se passe dans le batch, ou dans les outils vraiment de travail. Donc déjà dans un premier temps on peut regarder ici des images qui sont flaguées. Alors donc là c'est... Ouais, j'allais dire une bêtise, j'allais dire sur la télé vous n'allez pas voir, mais... donc sur les images, ici vous avez la résolution, la quantification colorimétrique, mais aussi maintenant une information que vous pouvez virer éventuellement sur est-ce que je connais son espace colorimétrique. Du coup, si elle est en unknown, ben la view ici se met en default et ne s'active pas pour autant. Et si moi je veux le gérer convenablement, et ben par exemple ce fichier un petit peu lavas comme ceci, ben, il faut que j'aille ici connecter mon color management et que j'aille lui dire qu'il s'agit d'une courbe en slog, de manière à ce que automatiquement ma fenêtre de prévisualisation s'applique convenablement. Sauf que ce que je vous ai montré, c'est qu'en fonction des règles, les choses peuvent être taguées directement. Donc du coup, maintenant, eh bien, vous voyez que maintenant, quand je sélectionne donc mes clips, ceux-là même que j'avais dans le Media Hub, bah, automatiquement, ma fenêtre ici s'applique à me montrer ici des choses, Alexa Rendering, vidéo, donc colorimétrique, on est du vidéo standard, etc. etc. Donc voilà, l'idée c'est on se prend un petit peu, pas la tête, mais voilà, on prend un petit peu quelques minutes pour paramétrer le projet de manière à ce qu'après, dans le workflow, on n'ait plus à gérer, ça correctement. Dernière petite chose concernant tout ce qui est composition, parce que forcément, donc là c'est bien, ma fenêtre de visualisation s'adapte, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, à un moment donné, ces éléments, je vais les mixer entre eux. Du coup, comment ça va se passer, puisqu'à un moment donné, je vais les mettre dans la même fenêtre de visualisation. Et bien, donc du coup, on va revenir ici sur la gestion du color management. Donc je vais déjà linker ici mon média, comme ceci. Et puis je vais amener ici celui-ci. C'est déjà mis en place, plutôt bien. Donc un magnifique composition, hein, plutôt film de vacances qu'autre chose. Mais voilà, donc là on voit que le chien ici n'est pas correctement rendu, puisque quand je le regarde tout seul, il est beaucoup mieux. D'ailleurs, je crois que j'ai mis un petit color warper. Ok, on va vire ça. Je vérifie ici.
Donc en fin de compte, la question qui va se poser, c'est ok, bah alors mon action, il va travailler dans quel espace colorimétrique? Donc tout simplement, dans les préférences d'action, il y a un nouveau petit module de paramètres qui vient ici me dire ok, bah action est vraiment gérée par mon Color Management System. Et donc il me propose de travailler en ACES, donc du coup il faut qu'on on transforme ou on adapte tous les éléments qui viennent dans notre composition en ACES. Donc du coup ici on va pouvoir aller rapidement dans le Color Management System et aller placer ici directement l'information en ACES pour qu'on ait quelque chose de voilà, un peu plus un peu dark là-bas. Pourquoi c'est bizarre? Donc voilà, donc le Color Management System avec des règles d'import et de viewing tend à voilà, simplifier tout ce qui est gestion voilà, d'éléments d'horizon un peu plus variés. Donc voilà, donc ça c'est une des nouveautés de la 2017 X1 à prendre en considération. On va rentrer un petit peu plus. Ouais, ça y est, on arrête sur la partie colorimétrie. On va rentrer un peu dans les spécificités vraiment du travail du quotidien. Là, clairement, Autodesk a vraiment envie d'aller sur ce terrain-là aussi, de vous écouter, de tout ce qui est retour utilisateur, et puis d'aller vraiment optimiser bah, voilà, l'utilisation du Flame qui est déjà correct, hein, évidemment, mais voilà, l'idée de vraiment de faciliter tous les travaux au quotidien. Et donc ça va commencer par cette petite nouveauté que vous avez aperçue hein, forcément dans le batch. Ici des petites fenêtres et puis on va regarder ça dans un contexte un peu plus bah, voilà, réel, vie réelle. Donc on va changer de batch ici. Je vous ai pas parlé d'un petit truc ici, c'est dommage. Je vais tout de suite vous en parler, petite parenthèse. Donc ici dans la gestion je cherche mon petit média. Dans le Media Hub, je suis passé assez vite sur bon, évidemment Color Transform et tout ça. Il y a un truc super important, c'est ici par exemple, vous avez une image OpenEXR. Donc déjà en termes de metadata, en termes d'options que vous pouvez avoir ici dans le Media Hub, c'est toutes les metadatas de l'OpenEXR. Avant, le Flame était un peu chiche par rapport à ça. Voilà, maintenant, peu importe les OpenEXR que vous sortez, il y a toutes les informations des différentes pistes, etc. etc. Donc c'est assez intéressant. En plus, vous savez que bah voilà, dans les précédentes versions, on n'était pas capable de gérer les multi-layers, il fallait vraiment directement l'intégrer dans le batch. Maintenant, c'est possible. Du coup, on va regarder un peu comment ça se passe. C'est un peu comme on gérait l'alpha channel. En fin de compte, on va pouvoir ici avoir une option supplémentaire qui dit ok, bah non, c'est un multi-channel clip tout simplement. Donc ce multi-channel clip, je vais l'importer dans mon batch ici directement. Hop, je vais le mettre ici. Voilà, multi-channel. Tac. Donc vous voyez qu'il est flagué EXR, qu'il est flagué multi. Et puis ici, du coup, quand je vais devoir le manipuler ici, eh bien sa sortie ne sera pas, ça sera pas disponible. Si je veux aller connecter ici quelque chose, je ne pourrai pas, tout simplement parce que du coup, il y a toutes les couches embarquées dans le clip. Donc voilà, donc ça c'est cool, parce que bah, du coup, on va pouvoir archiver un petit peu tout ça et le gérer de la façon classique. Donc, on a un petit batch de motion graphics ici, qui est assez intéressant. Voilà, donc une petite mise en place créa et tout ça. Et puis on a notre batch ici qui est assez, bah voilà, c'est pas évident de lire ce qui se passe. Donc du coup, on va essayer de réorganiser un petit peu les choses. Donc on va déjà forcément, on arrive à lire un petit peu tout ça. Donc on a action qui est là, on a des petites choses ici qui sont un petit peu comme ceci. Donc c'est pas évident. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et donc pour faire ça, on va avoir besoin, donc déjà ici une petite chose comme ça, hop, je commence à un petit peu m'en sortir un petit peu, et puis je prends un petit peu d'espace du coup, j'espère que je n'ai pas coupé le lien. Et puis voilà, on va regarder un petit peu comment est construit cette petite réalisation. Donc on va regarder dans un premier temps, je vais peut-être me mettre à la première image, donc là il y a des petites choses ici, on va zoomer un petit peu dessus d'ailleurs, on va prendre un tout petit peu plus de place, voilà. Donc on a des petites choses ici, on a un petit graphique ici qui est assez rigolo, comme ceci, voilà, très bien. On a ensuite pas mal de petites choses liées à la sphère ici, donc là ça bouge pas, mais si on regarde plusieurs sorties de ce nœud d'action, il y a des petites choses assez malines
qui ont été faites pour sortir comme ça pas mal d'éléments graphiques. Et donc voilà, donc moi je vais faire une petite modification, et puis je vais déjà m'occuper de cette action-là, de toute cette branche en fin de compte ici. Hop, je vais afficher le résultat, ça serait peut-être mieux. Hop. Ok. Donc voilà, donc cette branche, ça va être on va dire la partie wireframe de ma compo. Donc du coup, j'ai envie un peu de la localiser. Donc du coup, je vais utiliser une des nouveautés de Batch qui s'appelle les compasses, qui vont être des zones finalement de sélection qui vont englober les nodes. Donc pour les créer, c'est assez facile, il faut raccourci clavier et puis on va passer en C pour compass. Ici, on va entourer finalement les nodes que je veux sélectionner, puis automatiquement je vais avoir une petite boîte qui va se créer. Je vais écrire ici wireframe comme ceci. Je vais tout de suite, prenez tout de suite le réflexe parce que ça va vous éviter de créer un peu partout, de sortir du mode de création de compass, puisque là je suis toujours en mode de création. Hop, on repasse en move. Et de cette manière, maintenant j'ai quelque chose d'assez intéressant, puisque voilà, j'ai maintenant la possibilité de sélectionner toute une partie de mon arborescence assez vite fait. Je vais avoir un menu dédié à cela. On va voir qu'on pourra un peu gérer des priorités. J'ai rapidement un petit raccourci pour le coloriser. Donc on n'est pas évidemment, on n'a rien inventé, hein, puisque ça se faisait évidemment ailleurs. Hein. Mais au moins voilà, on récupère une de ces fonctionnalités là qui pouvaient être très utiles. Donc on va regarder un petit peu justement en pratique des petites choses. Ici on va cacher cette forme, on la réutilisera tout à l'heure, et puis on va nous-mêmes faire une petite géométrie comme ceci. Donc on va aller importer un objet 3D dans notre action ici. Donc on va prendre ici une magnifique petite boîte, et puis l'idée ça va être de la déformer, de prendre que la partie wireframe, etc. etc. Donc du coup on va faire ça assez rapidement, on va virer la texture dont j'ai pas besoin, et puis donc au niveau de la géométrie on va aller jouer sur la partie wireframe de ma géométrie. Ensuite l'idée ça va être de déformer cette géométrie, donc on peut utiliser le deform mesh, hop, assez rapidement comme ceci. Et puis une fois qu'elle est sélectionnée, on va aller jouer un peu sur les lattices, puis vous voyez que pour le moment j'ai pas d'icône. On va rapidement en afficher ici. Donc la gestion des icônes a potentiellement grandement changé dans cette nouvelle version de Flame. Donc du coup vous avez même un menu qui est sorti finalement de nos préférences qui sont ici, donc la possibilité de faire icône on, etc. etc. Quand je sélectionne ma mèche, bah forcément c'est assez visible. On va voir que dans la sélection des objets 3D, mais ça on verra tout à l'heure, qu'on a évidemment la possibilité aussi de manière plus précise visualiser tout ça. Donc je vais aller positionner ma shape ici, hop, comme ceci. Je vais faire quelque chose comme ceci, voilà. Là on va le positionner comme ça, très bien. On va se mettre sur Los Angeles ici, hop. Donc voilà, donc on a une shape comme ça qui commence aussi on va la rattacher ici, comme ceci, hop. J'aurais pu le faire ça dès le départ. Voilà, je réajuste bien. Donc du coup, je vais avoir une petite rotation qui va être générée un peu par mon axis principal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc l'idée ici du deform mesh, c'est vraiment de torturer un petit peu la forme géométrique que je voulais. Donc je vais pouvoir ici rapidement revenir sur ma première shape qui était un tout petit peu mieux calée. Et du coup, ce qu'on avait fait aussi, c'est simplement une petite animation ici sur Kero, ici, juste une petite animation de ma shape. Ce qui peut être assez intéressant, si je veux rester un peu dans la partie motion graphique, c'est aller de dupliquer finalement cette branche. Si je vais l'attacher de la même manière, je vais ici le faire, viens à toi, hop, comme ceci. Voilà. Et puis donc du coup, cette forme là, donc c'est bien sur la deuxième sur laquelle je joue. Je suis dans Material ici, hop. Voilà, donc c'est bien cette forme ici. Je vais utiliser un outil qui s'appelle Atomize, qu'on utilise assez rarement, mais qui peut avoir son intérêt de temps en temps. Et donc du coup, cette géométrie de wireframe, maintenant je vais la transformer avec un autre, donc Atomize, de manière à finalement la faire uniquement, la transformer finalement en nuage de points. Donc là, pour le moment, il n'y a pas énormément d'arêtes, puisqu'il y en a une douzaine. Et donc du coup, je vais pouvoir gérer ici sur les différentes arêtes.
avoir quelque chose comme ça. Donc je peux travailler sur des carrés ou des ronds et tout, ça peut être assez intéressant. Je peux même éventuellement texturer cette chose-là, éventuellement en allant chercher par exemple une color source. Hop, je vais amener ça dans mon action. Ma color source, je vais la transformer en color noise. Rapidement, vous le savez, hein, le mux me permet rapidement de friser une image. Et puis du coup, maintenant, au niveau de ma geom ici, je vais la récupérer en tant que diffuse map pour aller, aller chercher des petites couleurs. Ici, je vais peut-être un peu jouer sur la teinte, etc., etc. Je peux peut-être ici faire un matte off, ça peut peut-être un peu aider. Et avoir un peu ce genre de choses, voilà, avec des couleurs un petit peu intéressantes. Donc ça me paraît bien. Je peux éventuellement les laisser un petit peu en plan pour le moment. Et donc vous voyez que je peux continuer un petit peu le coup de clean ici. Donc là on sait que c'est sur la partie un petit peu sphère, donc je vais repasser un peu en mode compass ici, hop. Donc ça c'est les sphères, etc., etc. Donc exemple de tout de suite passer en move, parce que sinon ça a tendance à vous ancrer pas mal. Puis vous voyez que là il y a pas mal de sorties d'action, il y a plusieurs ici sortie d'un compte par exemple qui vient nourrir un peu les différents médias, ça occasionne pas mal de petits croisements de liens. Donc voilà, l'idée ça va être de pouvoir utiliser un autre petit outil qui est bien utile, qui existait plus ou moins déjà sur la première version, donc la 2017. Donc là je refais un petit compass rapide, hop, là je vais l'appeler background, hop, comme ceci, je vais le passer en... Donc autant privilégier des couleurs assez sombres, hein, voilà, parce que sinon ça fait des trucs un peu bizarres. Et par contre, cette fois, je vais utiliser un elbow. Donc voilà, petite nomenclature, c'est compass pour les zones ici, et elbow pour les points d'accroche. Ça, on pouvait le faire déjà, on pouvait casser un lien, mais pour le moment, ce qu'on faisait finalement, c'était une sorte de petit point qui faisait pas grand-chose. Là, ça va être un peu plus intéressant, parce que potentiellement, on va pouvoir repartir d'ici. Donc je vais aller ici sélectionner ça. Hop, je vais me mettre un peu ici comme cela. Et puis donc du coup ici, j'ai pas besoin de ces liens là. Je vais me rapprocher ici, puis je vais repartir directement de ce connecteur ici qui va me permettre d'essayer de fluidifier un petit peu mon effet, quoi. Donc voilà, donc vous voyez ici peut-être des petits avancées assez intéressants côté batch pour aller réorganiser votre workflow. Donc ici on peut finir rapidement sur le globe, comme ceci. On va le mettre en bleu. Voilà, on repasse en move, tout va bien. Et puis évidemment, à un moment donné, je veux peut-être aussi, donc là j'ai fait les petits éléments, à un moment donné, je veux peut-être, parce que ça peut-être fait partie d'une autre composition encore plus grande, je veux pouvoir englober un petit peu tout ça. Donc rapidement, je vais pouvoir englober tout, par exemple, ident, voilà. Donc là forcément vous voyez qu'il y a pas un petit souci, hein, mais concrètement les autres ont disparu tout simplement parce que le dernier que j'ai créé forcément est au-dessus, donc il va falloir que je lui dise non, tu vas descendre, un peu comme dans la vue priorité, la possibilité de descendre un petit peu d'altitude pour se mettre vraiment en background, et du coup ici je vais prendre en considération un petit peu tout ça. Donc voilà, après ça se passe relativement très facilement parce que du coup ici ça permet de sélectionner les clips et pas les clips mais les nodes et ensuite pouvoir les manipuler. On peut aussi du coup évidemment manipuler chaque élément de manière autonome. On peut sortir évidemment du lot et à partir du moment où on sort, il est plus contacté et connecté en fait à notre compass. Ok, un dernier petite parenthèse ici, on va pas faire une démo spécialement ici, mais on a ici un import node qui nous permet, qui va à terme remplacer le read node, mais qui va pouvoir être archivé, qui va pouvoir gérer beaucoup plus de choses par rapport au read node. Donc à voir, mais en tout cas, notez que il y a un import node ici qui est nouveau dans cette version. Je suis passé assez vite, c'est assez rare que je fasse une démo de Flame sans parler de la partie confo. Il n'y a pas énormément de nouveautés, il y a 2-3 petites choses. Gardez en tête qu'on a évidemment toujours la possibilité de conformer les projets avec évidemment les XML, etc., etc., les AF et tout. Là, toujours la possibilité de publier les séquences, toujours la possibilité de renseigner un outil comme Shotgun par exemple pour aller créer toutes les timelines côté metadata, côté Shotgun. Donc tout ça c'est évidemment là. Je ne peux pas vous montrer Shotgun parce qu'on est un peu limité en termes d'accès
d'accès réseau forcément, mais voilà, évidemment, on n'a pas retiré ça. Euh, on va parler un petit peu de 3D, je regarde un petit peu l'heure, mais ça, je suis bon dans le timing. On va parler un petit peu de 3D, des choses qui ont un petit peu changé. Euh, je réfléchis, on va faire un petit rappel sur plusieurs choses, même si on va aller très très vite, hein, sur la notion de 3D Shape. Vous savez, hein, la possibilité ici, ça va être magnifique, hein, mais en tout cas ici d'utiliser donc des Gmasks enfants d'un 3D Shape de manière à créer une forme en 3 dimensions. Ça fait un peu ringard de dire ça, mais euh, donc voilà, donc des petites choses comme ça. Ça, c'était là depuis quelques années maintenant, c'est toujours là évidemment. Je vous fais juste une petite piqûre de rappel par rapport à ça, parce que bah, du coup, et ça on le verra un petit peu plus tard, la gestion de la 3D dans Action a été vraiment décuplée. Mais on peut presque parler d'un moteur de rendu un peu différent, c'est pas tout à fait le cas, mais en termes de relation avec les objets 3D, en termes de rendu, il y a des choses qui deviennent vraiment exploitables sur un rendu final. Donc voilà, donc pouvoir créer comme ça des formes assez rapides, ça peut être assez intéressant. Donc 3D Shape, c'est toujours présent ici, hein, ça peut travailler ici en occlude et tout ça, il peut y avoir des choses assez intéressantes avec eux. De la même manière, ici, depuis la 2016, Autodesk avait revampé complètement la partie tracking du Flame, hein. Donc c'est arrivé avec les Gmasks et puis c'est arrivé ensuite avec la notion de perspective grid, directement même aussi intégré dans Axis. Donc ça, je ne vais pas vous refaire une démo complète par rapport à ça, hein, mais la possibilité vraiment de traquer des choses qui étaient très compliquées à faire avant. Donc par exemple plein de Gmasks ici qui peuvent se déformer et puis aller ensuite intervenir parce que chaque Gmask est après une sélection. Donc c'est des choses intéressantes. On va juste nous refaire une petite compo un peu rapide juste pour profiter de ce qu'on avait fait ici jusqu'à présent. La possibilité aussi de voir des petites fonctions qui sont pas directement intégrées au logiciel Flame mais qui viennent des Matchbox, et voilà, on en parle depuis aussi pas mal de temps, mais vraiment les Matchbox c'est un puits de possibilités qui est assez phénoménal. Et donc du coup je vais vous montrer ça assez rapidement. Donc du coup on a ici cet élément là, celui-ci. Donc l'idée c'est qu'on va mettre ça en background, on va regarder 2-3 petites choses. Donc on va aller rapide sur ça. Pourquoi je fais ça moi? On va aller dans un modular keyer directement. On va se mettre comme ceci, puis comme ceci. Voilà. D'ailleurs, on va peut-être prendre juste la version défocus ici de mon élément. Donc vous voyez, j'ai pas utilisé le blur, j'ai utilisé un Matchbox défocus ici. Et puis je vais rentrer dans mon modular keyer. Je vais simplement faire un petit master key. Voilà, on va passer en double vue. Un truc intéressant, je vous ai parlé du fait que Autodesk mettait beaucoup de moyens, oui, mais d'énergie dans le retour client et dans vraiment l'expérience utilisateur du Flame. Donc du coup, par exemple, la gestion la gestion en fait des fenêtrages aussi, c'est quelque chose maintenant qui va être stabilisé. Donc du coup, quand on va changer d'un menu et qu'on va ressortir dans un autre, on va rester dans les mêmes configurations de fenêtres. Cool. Et en plus, dans les préférences, on va pouvoir aussi spécifier qu'on préfère travailler en 2 vues, en 3 vues, etc., par défaut, que ce soit quelque chose directement, qu'on nous accueille directement dans nos outils par la bonne vue. Donc, rapide, hop, voilà. On va faire ça vite fait. L'idée ici étant de vous montrer un petit outil un petit peu comme le pixel spread qu'on avait un peu évoqué il y a quelques temps maintenant. Hop, je reviens. Comme ceci. On va passer ici en page 2, je sais pas si c'est bien. Voilà, comme ceci. Ça peut être pas mal. Hop. Donc rapidement, je regarde si c'est pas trop monstrueux. Rapidement, ce qui peut être assez intéressant ici, donc là notre résultat il est comme ça, c'est magnifique. On a vu un pixel spread qui permettait de faire finalement revenir ou étendre en tout cas le front par rapport à un mat et tout. Ce qui peut être assez intéressant ici, c'est de faire revenir de la luminosité par rapport à
à notre fond. Donc évidemment, il y a plein de possibilités de jouer avec la découpe du masque et de faire des opérations logiques, etc., de ramener et tout. Il y a aussi des Sparks aussi qui font ça. Mais gardez en tête qu'il y a un outil dans Matchbox qui permet de le faire aussi assez rapidement. Le plus long presque consiste à le trouver, je crois. Donc on va aller le chercher ici. Il doit s'appeler Light Wrap ici. Voilà, c'est ici. Et donc notre Light Wrap ici, je m'aperçois juste que j'ai peut-être pris l'autre. Voilà, très bien. Voilà. L'autre ici, c'est un caméra FX, donc je vous en parlerai dans quelques secondes. Le Light Wrap ici va me permettre de prendre donc un front. Donc je vais prendre mon front, on va prendre ici ça, on va prendre un background aussi, donc le background ça peut être potentiellement notre fond justement, et puis notre mat ici qui va être la sortie de master key. Donc ça va pas être tout à fait correct, puisque moi dans le master keyer je lui ai demandé de me sortir mon front un peu color correcté, donc c'est pas tout à fait ce que je veux. Moi je veux véritablement sortir mon résultat principal. Et enfin dans mon matchbox vous voyez qu'il y a des petites choses comme ça qui se créent. Donc c'est très discret, hein, c'est parfait. Non, évidemment, par défaut, il va falloir un petit peu ajuster des petites choses, mais vous voyez que automatiquement, au niveau du gain, peut-être même au niveau du threshold, on va essayer de baisser un petit peu, comme ceci. Le gain aussi, on va un peu se calmer. Vous voyez que finalement, je vais pouvoir assez rapidement récupérer. Donc je fais des choses un peu violente hein, forcément pour que ce soit bien clair, et puis je sais pas dans quelle mesure vous voyez bien les écrans, mais vous voyez que rapidement, sans faire autre chose que de juste amener un outil, la possibilité de ramener comme ça des informations de teinte, d'intention lumineuse, du background sur mon premier plan qui peut être assez intéressant. Donc je rebalance ça dans mon résultat et ça sera très bien. Résultat. Donc voilà, donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, je vais peut-être baisser un peu, c'est too much. Hop. La deuxième chose, c'était au niveau du tracking. Rapidement, se faire une petite piqûre de rappel sur... c'est quoi ça? Gradient tracking. Une petite piqûre de rappel, si je veux maintenant réamener mon image dans mon téléphone, bah du coup, ici, aller prendre ça en background. Donc là, hein, j'ai un projet un peu particulier pour gérer la petite démo du color management. Donc mon action par défaut va être en A6. Donc du coup, moi, comme je ne suis pas véritablement équipé en termes de retour monitoring, du coup, on va lui dire non, bah, exceptionnellement, tu vas passer en Rec 709. Donc voilà, c'est dans les préférences d'action, ça se fait assez vite. Donc du coup, ce que je voulais vous montrer, donc oui, c'est de traquer un petit peu ça. Donc du coup, c'est assez... c'est jamais évident, c'est un tracking en perspective et tout ça. Ce qui est un peu galère en plus, c'est qu'au niveau de mon écran, bah, j'ai pas mal de choses qui se passent autour, au-dessus, pas au-dessus, mais voilà, dedans et tout. Donc du coup, en termes de points de tracking, je vais pas pouvoir faire convenablement les choses telles que j'ai l'habitude de faire. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est... qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre en background, hop, comme ceci. Voilà, on va virer ça. Et je vais créer dans un premier temps une perspective grid. Donc dans les outils d'action, je suis passé dans action, je vais prendre une perspective grid. Rapidement, je peux peut-être passer en mode F8, hein. Je vais peut-être juste lui spécifier que je vais être sur mon truc 0, il veut pas. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais aller positionner ma perspective grid ici, comme ceci. Voilà, pour aller caler convenablement voilà, mon univers. Il va me refaire une sorte de caméra avec une focale adaptée. Du coup, ben, évidemment, dès que je vais connecter, par exemple, je vais récupérer ici, hop, hop, on va utiliser une nouvelle fonctionnalité, c'est très bien. Dès qu'on va connecter ici mon footage ici, ben, et que je vais l'attacher à ma perspective grid, automatiquement il sera mis dans une certaine perspective et ça sera relativement correct. La question qui va se poser, c'est évidemment faire en sorte que ça fonctionne sur toutes les images qui suivent, et donc il va falloir traquer cette perspective grid. Donc par défaut ou sans trop y réfléchir, une perspective grid c'est quelque chose qui peut se traquer, c'est-à-dire automatiquement il y a une zone déjà un peu définie. Si je cache un peu mon image, voilà, il y a une zone ici, un rectangle, et automatiquement je peux lancer le tracking directement dans cette perspective grid.
Le problème qui se pose dans cet exemple-là, c'est évidemment tout ce qui est reflet et tout, passage des doigts et tout, donc des choses un peu compliquées à gérer. Donc c'est interdit, je peux pas partir sur un track de la sorte. Donc du coup, je dis beaucoup du coup en ce moment, je vais utiliser un Gmask, une autre zone de track, et donc je vais rapidement prendre un Gmask, hop, l'attacher à Perspective Grid, et puis je vais créer ici ma zone de tracking, hop, de fermer. Petit réflexe aussi quand on utilise les Gmask uniquement en tant qu'aide de tracking, c'est faire en sorte de désactiver le rendering pour éviter que ça perturbe un peu la composition. Ça n'enlève rien dans ses capacités de track et d'influence en tout cas, mais au moins ça n'agit pas véritablement comme Gmask. Et puis donc du coup, maintenant que j'ai ça, je vais éviter de ne pas faire de bêtises. Du coup, je peux utiliser mon onglet ici, icône, pour afficher que la partie Gmask de ma composition et de l'afficher en tant que sélection. Et puis je vais donc, là, si je traquais comme ça, forcément ça traquerait l'intérieur du Gmask, ce serait exactement la même chose que ma perspective grid. Non, j'ai utilisé le Gmask tout simplement parce que je vais pouvoir utiliser finalement une notion de softness. Donc je vais comme ça créer une softness assez précise de mon téléphone, comme ceci, voilà, quelque chose comme ça. Et puis au moment du tracking, finalement, pour ma perspective grid, je vais lui dire, bah attends, on va effectivement, donc ici dans l'onglet tracking, je vais lui dire, on va inclure les Gmask. Et donc d'ailleurs, si je fais ça, et que je fais en F8, alors lui il a décidé, bizarre ça, je réfléchis ici, non, ok, pas grave. Donc du coup, je voulais vous montrer en fait la notion de snap et tout, une petite information ici qui se fait là, mais c'est pas très grave. On va passer outre. Donc du coup, voilà, je vais pas lui dire, ok, tu prends les Gmask, je vais simplement lui dire, on va prendre les gradients, tout ce qui est softness lié à mon Gmask. Donc ici, si je remets mes icônes, donc mon Gmask ici, et je vais prendre les gradientes. Donc ça n'empêche qu'il va y avoir quand même des choses à gérer liées au tracking, notamment la notion de lighting. Est-ce que la lighting, l'éclairage et la notion de luminosité de ma zone de recherche va évoluer? Bah oui, je vais mettre oui. Est-ce qu'il y a une occlusion dessus? Est-ce que potentiellement il y a quelque chose qui la masque ou qu'elle sort du champ? Bah oui, là pour le coup aussi. Et puis est-ce que ça vaut le coup de prendre les informations de RGB? Bah là on est sur du noir, donc c'est peut-être pas fondamentalement obligé. Et puis je vais lancer le tracking. Je vais un peu croiser les doigts parce que ça ne marche pas toujours. Mais le plus dur est passé. Cool, c'est bon, fini. Donc voilà, donc ouais, l'idée c'est que... hop. On va se calmer, c'est bon. Donc voilà, donc ouais, ma perspective grid qui déjà mettait en place mon élément. En plus maintenant, donc elle est traquée, donc du coup je peux faire revenir mon élément ici. Je peux faire en sorte que mes informations d'icônes soient uniquement concentrées sur ma sélection. Du coup, vous voyez que j'ai ma sélection qui est en place, donc une petite modification ici de perspective éventuellement pour affiner le tout, un petit mode de fusion pour définitivement faire en sorte que ça soit pas trop mal. Je vais passer en mode peut-être screen, rapido, voilà. Et puis on a quelque chose au doigt près qui commence à se tenir. Donc voilà, donc là je voulais juste faire une petite piqûre de rappel sur cette petite technique qui est vraiment un dérivé de ce que vous connaissez déjà, mais qui est toujours assez intéressant d'avoir en tête. On passe sur la partie 3D, nos deux derniers arrêts, nos derniers stations de cette petite présentation. Nos derniers arrêts, ça va concerner la 3D dans Action. Donc comment va être gérée vraiment la 3D dans Action. Donc pas mal de petites choses, notamment déjà un truc tout simple. Alors ça va pas être très très beau là dans un premier temps, mais on va faire assez vite. Je vais prendre un peu de place aussi. Je vois qu'il y a des choses ici. Donc là je suis dans une scène 3D. Donc j'ai des objets 3D, j'ai importé des objets 3D. J'ai mis de light dans un premier temps et pas grand chose d'autre pour le moment. Et puis bon bah voilà, évidemment je peux bouger ma caméra. Alors déjà dans un premier temps, la partie caméra a un petit peu évolué. Ça c'est pour faire venir peut-être des gens qui proviennent plus de la 3D. C'est qu'il y a tout la configuration clavier d'un Maya par exemple qui est là. Donc par exemple faire un Alt pour un
Alt pour un orbite ici, un Alt Shift pour déplacer ma caméra. Ça, on l'avait un peu moins, donc ça peut être assez intéressant d'avoir Alt Shift. Voilà, tout est conservé, hein, l'historique est conservé ici, hein, le dolly, tout ça en Z et en O pour orbite, mais voilà, il y a des petites fonctionnalités supplémentaires concernant la prise en main, et voilà, l'idée aussi c'est qu'Autodesk a enfin compris que Flame et Maya, ça devait vraiment jouer la synergie, et du coup ça passe pas que par les raccourcis clavier évidemment, mais en tout cas ça passe par entre autres le côté homogène du pilotage finalement d'une scène 3D. Ensuite, il y a un effort énorme qui a été fait sur la gestion des shadows, sur la rapidité des shadows, sur la qualité des shadows, c'est quelque chose maintenant qui est assez phénoménal. Dans un premier temps même, par défaut, quand vous faites un shadow casting, c'est que par défaut, vous n'avez plus le 2D ennemi des shadows, c'est directement de la 3D, donc ils sont assez sûrs du résultat, ils sont même en 2K, même directement au niveau de la shadow map, et ça bouge plutôt bien. Je vous montrerai que ça bouge aussi bien sur des éléments beaucoup plus fournis. Donc voilà, donc on a des ombres ici intéressantes. On a évidemment toujours au niveau de l'output, je pourrais vous le montrer ici, l'ambient occlusion, la possibilité d'activer ici l'ambient occlusion, qui n'est pas vraiment hallucinant par rapport ici, mais par exemple ici vous voyez sur la géométrie texte ici boob, hein, évidemment elle va générer des ombres ici sur le sol alors que je ne lui ai pas spécialement demandé en plus des ombres portées. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis j'utilise un peu cette scène aussi pour vous montrer des petites choses au niveau de la sélection des objets 3D. Avant on était toujours réglé sur une sélection sur un bounding box, un rectangle, donc du coup c'était pas très précis dans certains cas. Maintenant on est vraiment directement sélectionné, c'est un peu perturbant au départ, mais on est vraiment directement, on sait réellement ce qu'on a sélectionné, surtout quand on a des objets qui sont enchevêtrés un peu comme ça, donc du coup on peut aller sélectionner les petites choses comme ceci, puis les déplacer, etc. etc. Au passage aussi, la modification et le pilotage un petit peu de tous ces objets 3D, eh bien encore une fois ça a été uniformisé, donc rapidement je vais pouvoir aller faire du scale ici, avec un opérateur visuel. Je vais pouvoir faire une rotation beaucoup plus facile. Il y avait déjà des petites choses comme ça, mais ça a été complètement uniformisé, et puis ça a été aussi mappé sur les raccourcis clavier de Maya en E, R, etc. etc. Donc c'est plutôt efficace. Vous pouvez aussi jouer sur la manipulation des objets. Par exemple, quand je suis un peu décalé ici comme ceci et que je veux déplacer mon objet visuellement, je peux choisir est-ce que je le fais ici en fonction de ma caméra, comme c'est le cas ici, donc c'est à dire que ça va se déplacer sur un champ perpendiculaire finalement à ma caméra, ou alors je vais choisir, non, ça va être plutôt au niveau de mon monde, donc du coup je vais pouvoir rester vraiment sur des opérations de X, Y, Z stables, même si ma caméra bouge ou si elle est traquée, etc., etc. Donc vraiment pas mal de petites, c'est un peu le béaba, mais au moins les choses sont là, et les bases sont vraiment là et saines. Du coup ça m'amène à un autre exemple ici. Oh, il y a déjà des petites choses en place là. Pareil, encore effet démo. Ok, je vais cacher un peu ça. Je vais tout cacher. Ok, hop, on cache ça. Et on va importer un objet 3D. On est en petite action, on va faire une utilisation un peu concrète de ça. Donc on a un petit fond, et puis du coup on va faire un petit effet de bris de glace, etc., etc. Donc on va importer un objet 3D justement qui a été exporté comme ceci. Donc on va aller dans Action, on va cacher un peu ça, on va dire qu'on n'a pas vu. Et puis on va aller importer. Donc tout à l'heure je vous avais importé un magnifique 3DS. Vous savez, on peut importer des FBX, on peut aussi importer SVG qui est d'un format vectoriel un peu standard. Et puis aussi des alambics, donc tout ce qui est ABC pour pouvoir aller récupérer des animations, des choses comme ça, des trucs assez puissants, assez léger et vraiment dédié à tout ce qui est streaming. Je vais aller le chercher ici, mon alambic ici, hop, voilà, et on va avoir un magnifique carré. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que du coup je vous ai parlé d'animation, et si on regarde un petit peu justement l'animation de ça, c'est qu'on a quelque chose un peu comme ça, voilà, des bris de glace comme ça, on est en full 3D, alors je crois qu'on va pas être correctement orienté, mais on a des petites choses un petit peu comme ça. Donc du coup ça peut être assez intéressant de jouer avec.
Donc on va le positionner rapidement sur l'ensemble de mon image. Donc on va, hop, undo, on va passer ici en scale, on va le scaler rapidement. On va faire une petite rotation, alors je pourrais le faire sur le petit gizmo, mais on va faire un 180, donc on va quand même rapidement faire ça. Et puis si on regarde l'animation, on voit que ça commence à exploser qu'à partir de l'image 130, donc c'est un peu, voilà, on va pouvoir évidemment, au niveau de l'ABC, on n'a pas énormément de contrôle, mais en tout cas, on a, hop, attendez, ok, on va pouvoir ici jouer sur le timing, jouer sur l'offset du timing, donc là on a vu que ça a commencé à l'image 130, putain. Donc je vais offsetter de 130 images pour que ça commence assez rapidement. Voilà. Donc là, la première image, hop, ça part. Pas tout de suite, ça réfléchit un peu et ensuite ça part. Et ça fait notre explosion. Et donc du coup, on peut faire pas mal de choses. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était rapidement mettre une map de diffuse, par exemple, dessus. Voilà, sur notre objet 3D. Donc pour le moment... ça fait quelque chose un peu comme ça, en plus ça fait un truc un peu bizarre, donc bon, ok, moi je veux pas ça, je vais simplement faire une projection dessus. Je vais jouer sur les propriétés de ma texture, passer en mode projection, résulte caméra, donc ça c'est plutôt cool. C'est voilà, classique, pas de souci. Donc du coup là, par contre, la projection et la texture ne bougent pas. Mais bon, pour le moment, on va dire que ça peut le faire. Par contre, maintenant, j'aimerais pouvoir faire en sorte que l'image soit un petit peu plus terne, que ce soit un peu qu'on ait la sensation un petit peu de regarder à travers une vitre et tout. Donc évidemment, j'ai plusieurs approches par rapport à ça. Je peux aller chercher un outil de colorimétrie directement dans mes notions de layer, mais je peux aussi travailler avec les matchbox directement dans Action. Donc je vais prendre ici une matchbox, donc hop, je vais aller dans les matchbox qui sont embarqués avec Flame, je vais prendre un color correct tout simple. Ici, vous voyez que maintenant, c'est un outil directement dédié à Action, je ne le vois pas dans Batch, et je vais pouvoir éventuellement jouer et ternir un petit peu mon image comme ça en décalant un petit peu mon offset. Je peux récupérer un peu de contraste ici, mais voilà, l'idée au contraire c'est de perdre un petit peu le contraste comme ceci. Ce qui peut être assez intéressant aussi, c'est de faire un effet de blur ici, donc du coup je peux utiliser un matchbox et récupérer le matchbox que j'avais utilisé tout à l'heure, par exemple sur un croc défocus qui peut vite le faire. Donc vous voyez que j'utilise en fait, ouais, c'est bon. Je vais utiliser donc des outils d'effet directement sur les textures. Donc là du coup je vais pouvoir comme ça jouer sur mon défocus. Puis forcément quand on va ouvrir la glace il va se passer des choses. Il y a des choses vraiment rigolotes, par exemple ici, je peux le faire directement dans Action. Ça sera un petit peu, alors forcément qui dit effet réalisé sur un même objet dit quel ordre va être appliqué. Du coup dans les priorities ici, à partir du moment où vous utilisez un matchbox ou vous sélectionnez un matchbox, vous avez la priorité finalement des différents effets qui sont, sur lesquels est appliqué, non, qui sont appliqués sur l'image. Des trucs intéressants ici, matchbox, on va aller chercher par exemple un truc qui s'appelle sweat ici, qui va finalement me créer comme ça des petites gouttes d'eau directement sur ma texture. Alors je vais pouvoir jouer ici sur le côté irregularity, voilà, des petites choses comme ça, et puis de faire en sorte que ça explose. Donc après, moi je vous avais préparé des petites choses, mais on va pas avoir le temps parce que Jean-Pierre s'est rapproché. Donc du coup, voilà, j'avais fait des petits reflets et tout, etc., etc. J'avais fait flame et tout. J'ai bossé, hein, truc énorme. Donc voilà. Et puis du coup, sur la fin, j'avais utilisé des trucs un peu comme ça. Alors pour le coup, c'est des choses que j'aurais pu faire un peu en post-rendu avec du défocus et tout, mais vous voyez que je suis vraiment toujours à ma sortie d'Action. Réaliser son trucage. Donc voilà, ça veut dire que Action est capable maintenant de gérer des post-process. Vous voyez que c'est assez vite ici. Donc on voit du motion blur, on voit des petites choses un petit peu en défocus. On va regarder un petit peu tout ça sur un dernier exemple, si on a le temps. Ça va être bien, hein? Ok. Donc dernier exemple. On va s'intéresser à la partie donc caméra FX, qui sont évidemment la traduction de ce que je vous ai montré là comme ça visuellement. Et puis aussi on va parler de tout ce qui est PBR, qui est voilà, c'est ce que je vous teasais un petit peu tout à l'heure sur la partie un peu moteur de rendu, un peu next-gen, qui est assez intéressant. Donc voilà, on va jouer avec un petit modèle qui est assez joli, hein, clairement. Mais qui dans un premier temps il va pas être très mis en valeur.
c'est moi. Donc, on est dans mon action, tout simplement, on a importé juste ce modèle-là, on a juste fait une petite rustine ici pour faire notre réacteur spatio-temporel et tout, qui est un peu du pauvre, mais voilà, en tout cas, c'est là. On va activer le shading dans ma scène, on va peut-être afficher juste ici, ici notre light, on va activer notre shading dans ma scène ici, comme ceci, et donc on va avoir voilà, notre premier éclairage, etc., etc. On peut afficher donc une deuxième light, évidemment. On peut unifier, mutualiser la gestion des shadow casting par rapport à ça. Donc vous voyez que le modèle se densifie un petit peu. Où est-ce que j'ai mes... J'ai plus mes lights. J'ai plus mes lights. Voilà. Hop. Ok, light. Ok. Et vous voyez que pour le coup, ben, ça bouge assez bien. Mon modèle, je ne vais pas vous donner les facettes, hein, mais comprenez l'idée un petit peu. Donc voilà, et on est en 3D casting, et on est sur du shadow map en 2K, donc c'est des choses qui se sont vraiment améliorées par rapport à ça. Ok, par contre, moi je veux pouvoir utiliser cet objet vraiment dans un plan def, et donc du coup, bah, en termes de rendu, il faut vraiment que je fasse quelque chose d'intéressant. Donc du coup, ce que j'avais moi jusqu'à présent, c'était déjà un truc qui était pas mal du tout, c'était la possibilité d'activer l'ambient occlusion directement dans la sortie d'action, ici, dans les outputs, ici, faire en sorte que, hop, j'ai un petit ressenti assez intéressant de ma 3D, des ondes de proximité, tout ça. Et puis aussi, j'avais la possibilité de mettre des IBL, donc des éclairages un petit peu naturels, en HDR, l'ancêtre. Et donc du coup, bah, c'est toujours le cas. Donc je vais pouvoir faire ici un IBL, voilà, ce qui est assez... Tant pour moi. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, si vous sortez un IBL sans avoir au préalablement merdouillé et sélectionné une texture, et bien automatiquement, il va vous proposer finalement 3-4 exemples d'IBL. Donc on aura déjà un petit aperçu de l'IBL. Donc l'IBL, hein, vous savez que si vous voulez la faire fonctionner, ben, on peut la mettre soit sur l'objet directement, soit aussi directement sur la caméra. Sur l'objet, ce sera évidemment... Ben, object only, j'ai envie de dire, ça concernera que l'objet. Si vous la mettez sur la caméra, ça va faire sur toute la scène, et sur tous les objets, sur toutes les images, etc. etc. Donc l'IBL n'a pas véritablement changé en termes d'options, vous ne serez pas dépaysé. Par contre, ici, dans le read file, ici, vous avez la possibilité, comme ça, d'aller taper plusieurs exemples ici. On a quelque chose comme ça, voilà. Donc là, c'est pas encore très clair parce que mon objet, pour le moment, il est blanc, il va pas réagir encore énormément à mon IBL. Et ça, c'était le cas jusqu'à cette version, juste avant de l'arrivée de la notion de PBR. Donc maintenant, si je veux vraiment tirer parti de mon information d'éclairage, l'IBL, c'est vrai que je prends ça pour acquis, mais en fin de compte, donc l'IBL, c'est Image Based Lighting, c'est finalement ce que fait le moteur de rendu de Flame, c'est que l'image ici, d'ailleurs c'est pas pour rien que vous la voyez de manière un peu sphérique ici, enfin, il veut pas, ça va finalement créer une sphère qui va être mappée par cette texture, qu'on ne voit pas pour le moment évidemment, et qui va servir de source lumineuse. Du coup, on va avoir un éclairage, si en plus l'IBL est vraiment en HDR, c'est-à-dire que l'information lumineuse d'un ciel, eh bien, c'est complètement différent que l'information lumineuse d'un mec avec un t-shirt blanc. Forcément, on aura quelque chose d'assez proche du réel, ce sera très intéressant. Par contre, pour le moment, on n'était pas capable de véritablement tirer profit de l'IBL et des informations lumineuses et de le voir rendu correctement. Ça a changé en fin de compte, puisque maintenant, et ça va passer par un autre qui s'appelle le shader ici, qu'on connaît, hein, qu'on a déjà utilisé pour d'autres raisons, mais qui vient ici, quand tu veux, voilà, qui vient à proposer une nouvelle solution. Déjà en termes de rendu, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Si on fait ça et si on fait ça, il y a clairement quelque chose qui se passe. Et ensuite, on va pouvoir visualiser les différentes options. Et la fameuse option que je voulais vous montrer, c'est la notion de PBR. Donc c'est les PB de R. Voilà. Donc physically based, et le R c'est rendering. Donc du coup, voilà, vous allez avoir vraiment des paramètres liés à la vraie vie, à savoir quand on va
définir un objet, est-ce qu'on va dire bah ouais c'est assez métallique, c'est assez brillant, ou au contraire bah non c'est assez rugueux, etc. Ce sont exactement les mêmes paramètres que vous avez là. Et donc du coup ici par exemple si je joue sur l'aspect métallique de mon objet, ben on va voir que véritablement j'ai des choses assez intéressantes qui se passent. Donc voilà, donc là c'est propriété métallique, donc un certain spéculaire, une certaine réaction par rapport à mon IBL. Et puis au-dessus, j'ai la notion de roughness, donc la dureté. Et de la même manière, bah, si je force un peu la dureté de mon objet, bah, j'ai quelque chose comme ça qui va être très dur, qui va être plus du tout brillant, mais qui va prendre les trucs de mon IBL. Ou à l'inverse, si c'est vraiment absolument pas dur du tout, ça sera quelque chose de parfaitement, ça sera complètement chromé. Donc du coup, on fait un petit jump ici d'un setup d'action, juste pour vous montrer comment va réagir... ah oui, non, ça je pourrais juste vous montrer avant. Hop, 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 hop. Donc du coup... Je sais pas ce que j'ai fait là. Allez, on va là. Ok. Donc du coup, même principe, ici, on va juste afficher mon IBL ici. Voilà, quelque chose comme ça. Ah bah non, je suis parti en arrière. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais vous montrer ça, mais c'est pas grave. J'ai été obligé de le faire. Hop, j'ai perdu du temps, Jean-Pierre. Pas grand chose, hein, mais il y a peut-être une minute dans la balance, quoi. Si en plus il y a un autosave, on est mal. Donc, tac, tac. En plus ça va venir. Non. Hop, ouais, c'est bon. 5 minutes. Oh putain. Ouais. Ok, donc je vire tout ça, je récupère mes IBL. Voilà, et donc du coup, au niveau de l'IBL, donc on en était là. Je vais juste activer un truc assez rigolo, la notion de l'IBL, c'est d'utiliser réellement comme background pour véritablement voir non seulement l'impact sur l'objet, mais aussi voir un petit environnement ici qui peut être intéressant. Et puis du coup, j'ai fait n'importe quoi tout à l'heure. Du coup, je vais externaliser un peu ça. Je vais juste voir dans quel... Ah oui, d'accord, c'est un read file, comme un as. Ok, donc je vais prendre ici cette image-là, en IBL, hop, voilà, et puis on va remplacer ça par ça, du coup on aura autre chose. On va récupérer le background, voilà, et on a quelque chose un petit peu comme ça. Donc vous voyez qu'en termes d'intégration déjà c'est assez probant. Ce que je voulais donc du coup vous montrer, c'était la réaction par rapport à un autre changement, par exemple de truc. Donc un truc qui est pas mal aussi, c'est la notion de contexte ici qui a changé. Donc on va se mettre ici en contexte, voilà. Donc on passe ici en vue de contexte. Et puis même en vue de contexte, en fait, vous allez être capable de modifier les choses. Vous voyez, donc là, ça va peut-être prendre... Ok. Bon. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est un peu raté, du coup. Non, mais alors, attendez, je vais quand même vous montrer, parce que c'est important. Hop, on va blurrer ça. On va se mettre ici en blur. On va se mettre en contexte 2. Hop, contexte 2. On va passer ici en contexte 2. Et ce que je voulais vous montrer, voilà, on est en contexte 2, on a notre blur sélectionné pour le moment. Je vais passer ici sur mon mode d'action. Et bien malgré le fait que je sois en contexte, et bien je vais pouvoir véritablement travailler sur mon action. Donc du coup, je n'ose pas toucher mon objet, mais il faut le faire quand même. Hop. Voilà. Vous voyez que je bouge en contexte alors que j'ai une visualisation après. Ça, c'est les manipulateurs en fin de compte de l'outil sélectionné n'allaient pas jusque la vue de contexte. C'est possible que c'était arrivé en 2017 ça. Donc voilà, donc je voulais juste vous montrer le fait que ici on va revenir sur notre vue contexte ici comme ceci. Voilà. Et on va couper notre petit lien vers notre IBL quand tu veux. Voilà. Comme ceci. Et donc du coup on va pouvoir connecter par exemple une autre IBL pour voir un peu les environnements qui vont en découler. On va pouvoir ici jouer sur le shader, voir un peu quelque chose comme ça, beaucoup plus intéressant. Et puis donc vous voyez qu'en fonction des environnements dans lesquels on va, et ben automatiquement notre vaisseau s'accorde et s'intègre assez bien. Donc voilà, donc des petites choses intéressantes. Ça va un petit peu plus loin, dans la mesure où ici,
je vous ai montré finalement uniquement la notion de shading, la notion donc liée en fait au shader de notre objet. Je vais juste vous montrer un dernier truc, c'est la notion, donc le PBR ici va vous amener aussi des substances. Donc des substances, je vous en avais déjà parlé il y a des années, c'était les substances textures qui amenaient déjà des premières notions. C'était un peu compliqué de les utiliser parce que justement le moteur de rendu n'était pas incroyable. Maintenant, ce sont des substances non plus textures, mais des substances PBR. Donc là, pour le coup, ça change véritablement la donne. Donc on va récupérer notre objet tel quel, et puis on va le mapper avec une substance PBR ici. Et encore une fois, on va avoir une petite bibliothèque, alors, elle est un peu plus légère, un peu plus humble, mais on a des petites choses ici, donc qui sont classées par textile, par métal, par exemple, des bois, par exemple. Et si vous voulez un petit vaisseau spatial en bois, bah, c'est possible, on peut ici sélectionner ce bois-là, et puis on va avoir quelque chose un peu comme ça. Donc encore une fois, si vous voyez que c'est assez intéressant, c'est même plus qu'intéressant, on va avoir en fait, donc ce sont des substances qui sont, encore une fois, je ne vais pas trouver le mot là, parce que je me suis perdu, merci, procédurales, et donc du coup on va avoir plus ou moins de paramètres en fait de gestion, par exemple des fibres, etc., etc. Ici par exemple je vais pouvoir jouer ici sur la présence ou non de fibres, etc., etc., des nœuds comme ça au niveau du bois. Donc des petites choses comme ça qui peuvent être assez intéressantes. Et évidemment, ce qui peut être intéressant, c'est de récupérer une vraie texture plutôt adaptée à ce qu'on veut faire, à savoir par exemple peut-être un métal. Ici, un métal, par exemple, métal paint brush style. Voilà, on va faire quelque chose comme ça pour avoir un truc assez intéressant. Donc ça, c'est quasiment la fin. Il reste dernier truc, c'est tout ce qui est caméra FX. Donc là, on a déjà pas mal de choses liées au moteur de rendu, au niveau de l'objet, mais en plus, on a des petits artifices de caméra qui peuvent être... J'ai l'impression que ça résonne maintenant. Ouais, je suis pas sûr, parce que là, ça va être pire. Allez, on finit juste comme ça. Donc du coup, on en revient à une autre scène ici, qui devrait, si j'affiche ma vue de résultat, qui devrait arriver quelque chose un peu comme ça. On est sur un caméra, on est sur un objet... que je viens de faire dans l'absolu avec les mêmes matériaux, etc., etc. J'ai mis un petit lens flare au bout, une petite animation vraiment un peu rapide, et on va utiliser les caméras FX pour aller parfaire finalement un rendu qui pourrait être intéressant. Donc les caméras FX, ce sont des Matchbox, encore une fois, encore elles. Je vais juste augmenter ma caméra pour avoir notre fond sidéral. Ici, dans le chutier d'action, dans les Matchbox, vous avez donc un nouvel onglet Matchbox et puis un raccourci vers des Matchbox, mais vous pouvez aussi aller chercher directement dans Matchbox. Eh bien, on va avoir des outils. D'ailleurs, je vais vous le montrer peut-être juste comme ça pour savoir un peu où les chercher. Dans Home, ici, vous avez des Matchbox directement liés aux actions caméra FX. Donc, ce sont des Matchbox qui ne vont pas s'appliquer à des textures, mais qui vont s'appliquer directement à des caméras. Donc du coup, dans un premier temps, ce qu'on peut juste voir, c'est, je vous avais dit, un truc sympa pour le rendu, c'est d'activer l'ambient occlusion. Et effectivement, c'est pas désagréable. Par contre, l'ambient occlusion d'action, ici, le natif, il est plutôt pas mal. Il y a quelques réglages et tout, mais il est pas assez optimisé, en tout cas si on veut vraiment faire un rendu assez véloce. Donc du coup, on peut utiliser l'ambient occlusion de la Matchbox. Donc on va le supprimer, celui-ci. Et puis on va aller chercher dans les Matchbox un truc qui s'appelle Stingray. Donc Stingray, c'est le moteur de rendu de jeu qu'Autodesk a récupéré il y a quelques mois maintenant, qui a racheté du coup. Et du coup, il y a plein de techniques liées à tout ce qui est technologie de jeux vidéo. Et je vais aller chercher ici Stingray, j'aurais pu faire S, ça aurait été plus rapide. Et je vais prendre le Stingray Ambient Occlusion que je vais amener directement à ma caméra. Donc le Stingray Ambient Occlusion, vous voyez que ça refait plus ou moins la même chose. Sauf que, je vais peut-être avoir des réglages un petit peu plus précis sur certains trucs, en tout cas qui vont faire peut-être la blague un peu plus rapidement. Et puis aussi en termes de rapidité, vous voyez que j'ai pas véritablement perdu en termes de manipulation, donc c'est assez intéressant. Donc je vais virer celui-ci, je vais récupérer le mien, c'est le même, mais au cas où. Voilà, et puis je vais utiliser d'autres outils de Matchbox, un peu comme ce que je vous ai sorti Ambient Occlusion. Vous voyez qu'à côté il y a le Depth of Field, il y a le Motion Blur, il y a du Bloom, etc. et que du coup on peut s'amuser à faire un peu comme ça une toile, et c'est là, moi en tout cas dans ce cas-là où j'ai tout utilisé. Par exemple ici,
un depth of field ici, donc un défocus directement dans action. Donc on va se rapprocher un petit peu. Vous voyez que la partie ici arrière est complètement en défocus. Si on veut le régler, bah, c'est pas compliqué. Il suffit juste de forcer ici sur la notion de phare max et tout ça. Je peux avoir une visualisation justement de ce qui va être en focus ou pas. Régler un peu, par exemple, si je veux justement la partie de l'aile et tout en focus, et ben je fais quelque chose comme ça, puis j'aurai la partie avant qui sera en défocus. Et encore une fois, tout ça, ça va être quelque chose que je vais pouvoir manipuler très très facilement parce que potentiellement je ne vais pas avoir beaucoup de ralentissement par rapport à ça. Donc je peux cumuler un petit peu, mettre du motion blur, par exemple ici quand le vaisseau se barre, et ben éventuellement je peux afficher ici le motion blur, donc là encore optimiser à fond parce que du coup j'ai absolument pas de ralentissement. Je peux mettre des réflexions, donc ça c'est assez hallucinant d'ailleurs, des réflexions sur mon vaisseau. Pour le moment il n'y a rien, et bien je vais activer ici les réflexions de manière à ce que les réflexions soient prises en compte directement dans mon vaisseau. C'est pour ça qu'on pouvait commencer un peu à évoquer une notion de moteur de rendu, parce qu'on en est véritablement pas loin. Et puis ici un petit effet de blooming, qui va rajouter un petit effet de glow finalement sur les différentes brillances, donc forcément quand il met un peu la gouache, ben, ça crame un peu, mais voilà, en tout cas c'est réglable, c'est animable et tout ce qu'on veut. Et vous voyez, encore une fois, je me répète parce que j'étais le premier, pas le premier, mais j'étais vachement bluffé par la rapidité d'exécution du truc. Et puis après, donc il y a encore une fois la communauté autour de Logic Matchbook qui va faire des choses assez intéressantes liées aux caméras FX. Et du coup ici, bah, par exemple, on va avoir une sorte d'explosion comme ça volumétrique qui va se créer. Et là encore, et ben en fait, on a quelque chose qui est volumétrique, qui est bah voilà, qui est très facile à mettre en place. Hein. Par exemple ici, si vous voyez que c'est un peu trop, ah bon, et ben on va pouvoir ici jouer sur le volume, sur les détails des différents trucs. Hop, je laisse comme ça. C'est voilà, c'est temps réel, hein, dans la manipulation, dans l'interactivité, c'est assez intéressant. Et du coup, bah, au final, après quelques minutes de plus, bah, on a des petites choses, hein, c'est comme ça, directement à la sortie d'action, avec un rendu assez intéressant. Bravo. Voilà, c'est tout. Voilà. Merci pour votre concentration. Ouais.